Donc, je vais structurer mon intervention en 3 points principaux. D'abord, je voudrais situer rapidement les liens entre science éthique et décision politique, ce qui va regrouper en particulier les questions que posait Frédéric, initialement sur indépendance et temporalité. Après, j'aborderai la spécificité du numérique dans ce que nous avons vécu et dans ce que nous vivons, bien sûr. Et enfin, je montrerai l'importance de se préparer à décider. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir ceci sur le long terme et pas seulement à l'occasion juste de ce qui nous arrive aujourd'hui. Alors, science éthique et décision politique se combinent parce que, en fait, la science, c'est-à-dire la pensée raisonnée des connaissances, nécessite souvent du temps long, une formation importante et la validation par les pairs des résultats. Et donc, toute une méthodologie, un savoir-faire qui, en situation de crise, par ces processus internes, mais aussi par la pression sociétale, se retrouvent soumises à des exigences de rapidité, d'interdisciplinarité, de résultats auxquels les scientifiques ne sont pas toujours vraiment préparés. On est aussi très souvent dans ces situations de crise, dans des situations incertaines. Et ce qui est intéressant de noter, et je trouve que ça l'est souvent pas suffisamment, c'est que la science a aussi des approches permettant de prendre en compte approximation et probabilité. Et donc, par exemple, on a des travaux comme ceux de Leslie Valiant sur tout ce qui est probablement approximativement correct, qui est tout à fait important et intéressant de pouvoir appuyer nos différents raisonnements dans ce contexte-là. La décision politique, elle, bien sûr, pour la gestion de la cité, dans des contextes qui sont locaux, nationaux, globaux, et qui peuvent être très différents, comment fait-elle pour pouvoir prendre en compte ces avancées raisonnées des connaissances dans les situations en particulier d'urgence? En fait, c'est difficile. C'est difficile parce que bien souvent, les politiques ne sont pas éduqués scientifiquement ou dans des domaines en particulier qui nécessitent une compétence pour arriver à comprendre le fond. Et par conséquent, c'est vraiment fondamental que l'éthique puisse aider à se positionner sur des hiérarchies de valeurs. Hein, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Chemin faisant, au fur et à mesure que la crise se développe ou que les éléments arrivent, en se basant sur l'expérience et la réflexion personnelle d'une part, collective, on vient d'en parler pas mal et j'en parlerai aussi, pour viser à déterminer de façon argumentée ce qui peut être considéré comme la décision ou l'action la plus juste à un moment et dans un contexte donné. Et là, ce qui est vraiment important, c'est que du point de vue de l'éthique, comme dans la situation scientifique, c'est que ces entités soient indépendantes du pouvoir, indépendantes de la prise de décision politique, qui, elle, à un moment donné, va avoir à trancher. Et donc, l'objectif, il est d'éclairer, il n'est pas de décider, en particulier pour ce qui concerne l'éthique. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui est important, en particulier du point de vue de l'éthique, parce que du point de vue scientifique, je pense que c'est avéré, même si, comme le disait tout à l'heure Hervé, on aimerait que la préparation scientifique, les moyens affectés à la science soient plus importants, mais on est néanmoins dans une situation assez remarquablement développée quand on considère le passé, qui sont à 50 ans ou à 100 ans d'ici. Par contre, l'importance d'une réflexion éthique préparée, c'est-à-dire que typiquement on puisse disposer de corpus de réflexion accessible à tous, et donc d'avoir des comités d'éthique qui soient mobilisables rapidement en santé, par exemple comme le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, mais aussi l'INSERM et bien d'autres comités, dont en particulier les COMEX, ou en numérique, hein, et typiquement, il n'y a pas que la santé, loin de là, hein, mais il y a aussi d'autres disciplines qui interagissent fondamentalement avec, dans ces situations-là, et en particulier le numérique, d'où l'importance d'avoir créé, il y a presque un an maintenant, le Comité national pilote d'éthique du numérique sous l'égide du CCNE. Alors, dans ce contexte-là, le numérique joue un rôle fondamental. En effet,
La gestion du risque consiste à traiter l'information, observer, comprendre, expliquer, interagir, comparer, expérimenter, décider. Et dans ce contexte, les systèmes numériques de traitement de l'information que nous avons créés vont jouer un rôle particulièrement important en lien étroit avec nous en tant que système de traitement d'information biologique. Mais si bien sûr nous ne sommes pas que cela, nous sommes aussi des systèmes qui traitent de l'information. Et donc cette combinaison entre ces deux systèmes de traitement d'information biologique que nous sommes et numérique va nous permettre des choses assez remarquables pour le meilleur, mais pas seulement. On en a parlé, mais je pense que c'est vraiment fondamental de se rendre compte que le numérique pour la santé publique, pour le soin, pour la recherche médicale, avec la conception de modèles, de vaccins, etc., pour communiquer avec tout ce qui est téléconsultation, télééducation, travail, relations, etc., éthique, culture, tout ça, ça a contribué à faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre d'une façon certainement modifiée, mais dans le courant de cette crise et de cette pandémie. Mais il y a aussi d'autres actions du numérique qu'on a moins vues, mais qui sont essentielles également et qu'il faut aussi savoir prendre en compte dans l'ensemble des éléments de gestion de la crise. C'est-à-dire que typiquement, ça nous a permis de continuer à gérer nos vies au travers de l'eau, des approvisionnements, d'électricité, etc. Également pour faire vivre notre démocratie. Typiquement, les parlements ont continué à travailler au travers, en particulier du numérique, ce qui pose aussi un certain nombre de questions. Et puis, pour nous aider à casser les chaînes de propagation de virus, donc typiquement avec des développements comme ceux de Covid et les outils numériques associés dans le cadre en particulier français. Donc tout ça pour nous aider en fait à anticiper les conséquences de nos décisions. Donc ça c'est pour le meilleur, mais pas seulement, parce que typiquement la circulation rapide et complexe d'informations, on peut vérifier, on en a parlé à l'instant de fake expertise, de réseaux sociaux déviés, de mise à l'écart de ceux qui n'ont pas ou qui ne veulent pas avoir accès au numérique, la capacité de surveillance accrue, d'attaques d'entreprises, d'hôpitaux, d'associations, voire d'États, tout ceci, combiné avec des manipulations massives, ciblées et collectives d'informations, apporte une complexité supplémentaire inédite à la gestion de la crise que nous vivons. Donc là-dessus, en particulier, le comité d'éthique numérique a émis un certain nombre d'avis et de recommandations, de bulletins au fil de l'eau. Je vous invite à les regarder, bien entendu. Mais ça nous a amené en particulier à insister, et moi ce soir, à insister peut-être encore plus, sur le fait qu'il est fondamental de sensibiliser, acculturer et éduquer, alors, citoyens scientifiques et politiques, à la fois bien sûr tout ce qui est santé publique et médecine, mais aussi au numérique et à l'éthique. Et ce qu'on a observé de façon assez intéressante, donc là, vous voyez, on a une matrice avec citoyens scientifiques politiques et puis des thèmes sur lesquels on souhaite vraiment sensibiliser et éduquer. Et en fait, on s'aperçoit que les citoyens ne sont pas assez éduqués au numérique pour des raisons qu'on connaît bien, qu'on pourrait développer par ailleurs, mais également à l'éthique. Et donc, on part un peu de zéro là, et c'est compliqué. Les scientifiques sont souvent, en particulier bien sûr ceux autour de la médecine et de la santé publique, sont bien sensibilisés à ce type de choses, mais par contre, ceux qui font du numérique, beaucoup moins. Et puis l'éthique, en fait, un certain nombre de scientifiques sont vraiment peu formés à l'éthique. Et là, on a vraiment des soucis à se faire et vraiment des choses où il faut qu'on arrive à développer bien plus cette formation et ces sensibilisations. Pardon. Alors, je voudrais donner l'exemple, très, très brièvement l'exemple caricatural de Stop Covid, où en fait, on s'est retrouvé avec une conception et un développement logiciel remarquable et maîtrisé par le système de santé français, un fonctionnement mal compris, pour le dire faiblement, par de nombreux politiques et citoyens, une communication sur l'application particulièrement mal gérée,
et puis une manipulation, enfin des manipulations remarquables par des entités extérieures permettant d'influencer, y compris des scientifiques compétents. Et donc, vous voyez que le numérique qui permet de faire ça, on n'est pas suffisamment éduqué, pas suffisamment acculturé à pouvoir maîtriser ce type d'enjeu. Et donc, ça m'amène à conclure cette très brève présentation en disant que décider, ça se prépare. Et en fait, comme le disait Rudolf Virchow, une épidémie est un phénomène social qui comporte quelques aspects médicaux. C'est un peu radical hein, comme citation, mais ce qui est important, c'est que le phénomène social est quelque chose de fondamentaliste. Et d'une part. Et d'autre part, une épidémie, c'est aussi un phénomène normal, même s'il est disrupteur. Hein, et regardez à l'échelle de l'humanité comment les épidémies font partie de notre histoire. Eh bien, en fait, là où je veux en venir, c'est que cet aspect social et cet aspect récurrent fait qu'il est fondamental d'élaborer des moyens de mettre en œuvre l'opinion citoyenne et le débat citoyen. Alors, ça nécessite de l'éducation. Alors, c'est souvent un premier argument pour dire oui, mais bon, là, on n'est pas éduqué, donc on ne peut pas le faire. Mais en fait, le mécanisme même d'élaboration d'opinion citoyenne du débat est formateur et par conséquent, il y a par exemple l'exemple que donnait Pierre Benoît sur la Convention citoyenne sur le climat est assez remarquable de ce point de vue-là. Et donc là, dans la situation qui nous concerne, c'est dommage que nous ne soyons pas donné les moyens de mettre ce type d'élaboration d'opinion citoyenne, y compris en s'entraînant avant toute épidémie, par une pratique généralisée sur l'ensemble de nos questions sociétales. Il n'y a pas que, bien sûr, ce qui traite de santé publique et de santé. Il faut le faire maintenant dès que possible, et donc, par exemple, ce qu'on a fait dans le cadre du CCNE pour la révision de la loi de bioéthique, en collaboration avec les espaces de réflexion éthique régionaux, est vraiment à noter, et aussi très positif. Bien sûr, il faut l'étendre, non seulement à tout ce qui concerne la santé, mais aussi aux autres sujets, tels que par exemple le numérique, comme je viens de l'évoquer. Mais bien sûr, il faut faire attention dans ce cadre-là, et parce qu'on travaille avec des populations et des ensembles de personnes qui sont grands, aux manipulations individuelles ou collectives. Premier point. Deuxième point, décider, ça se prépare, mais bien sûr, science et conscience, et puis science et confiance, en particulier pour les politiques et les citoyens, où l'éducation initiale et continue, le rôle des médias doit être approfondi, et on a vu que dans un certain nombre de sujets, clairement dans le cadre de la crise qui nous survit à ce niveau-là. Et puis, je terminerai en mentionnant la multiplicité et l'interaction entre les différentes prises de décision. Il y a que typiquement, dans le contexte en particulier de cette crise, on a des décisions qui doivent être prises par des individus. Par exemple, quand on est testé positif et qu'on a mis en place une application de détection de proximité sur son téléphone, et bien à ce moment-là, le réflexe, enfin ce qui est demandé, ce qui a été prévu, c'est que les personnes se déclarent au travers de l'application, et ceci de façon anonyme, de façon à pouvoir faire en sorte que les contacts qu'ils ont eus, les détections de proximité qu'ils ont eues, puissent être avertis. En fait, on s'aperçoit que 30% des personnes qui ont installé l'application ne le font pas. C'est quand même pour le moins surprenant. Donc la décision là n'est pas assumée jusqu'au bout. Bien sûr, dans les collectifs, dans les entreprises, dans les associations, là aussi, il y a un certain nombre de prises de décisions qui sont prises en accord ou, je dirais, en extension des décisions qui peuvent être prises au niveau politique, au niveau des communes, au niveau des régions et nationales, et la coordination de tout ça n'est pas évidente. Tout ceci en prenant en compte le fait qu'on est dans un contexte géopolitique, géostratégique, où les souverainetés sanitaires et numériques, pour orchestrer nos différentes libertés publiques, sont vraiment importantes. Et donc,
c'est super qu'en particulier que les collègues se joignent à nos réflexions, parce qu'on a vraiment besoin de réfléchir à ce type de sujet de façon globale, mais aussi en prenant en compte le fait que le respect des souverainetés sanitaires en particulier. Merci. Merci Claude de ton intervention qui nous permet quand même de poser une question que tu as. Il y a deux questions. D'abord la question de la responsabilisation. On a beaucoup parlé de débat public, de concertation, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre point qui devrait être aussi développé à travers nos réflexions aujourd'hui? C'est comment responsabiliser les acteurs, comment responsabiliser la communauté scientifique, autour de quelles valeurs communes, est-ce qu'il y a encore des valeurs à partager, et comment responsabiliser la société en lui donnant la capacité qu'elle peut s'approprier un certain nombre de capacités et que tout ne vient pas d'en haut, voilà, qu'elle peut prendre l'initiative, parce que ce qui est assez stupéfiant aujourd'hui, et on l'avait vu la semaine dernière, quand les unes et les autres attendaient le discours du président de la République pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire, sans prendre la moindre initiative. On parle d'anticipation d'une certaine manière. On avait l'impression qu'on était ramené, réduit à écouter la décision du chef. Voilà, comment responsabiliser est-ce que, par exemple, dans les approches auxquelles tu réfléchis, il y a une manière de responsabiliser les acteurs? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment par rapport à Stop Covid? C'est des questions qu'on peut poser. Oui, merci Emmanuel. Évidemment, si on prend Stop Covid, il y avait bien d'autres manières d'arriver à travailler. Au-delà de l'excellence scientifique et technique qui a réellement été développée et qui était au cœur de cette application, il y avait comment associer l'ensemble de nos communautés, à la fois scientifiques et citoyennes, à l'intérêt et la façon dont ceci peut fonctionner. Et donc, cette démarche de communication et de formation, l'une des difficultés, si tu veux, c'est que jusqu'à maintenant, l'enseignement de l'informatique et du numérique au lycée, au collège et à l'école était quasiment absente. D'accord, il y avait un certain nombre d'initiatives, mais quasiment faibles. On a introduit seulement maintenant un CAPES en particulier d'informatique. On est dans une déficience majeure d'éducation qui permet de comprendre comment va fonctionner un tel protocole, etc. Donc l'association, parce que l'ensemble de mon intervention, d'une certaine façon, dans le même sens d'ailleurs que je pense les intervenants précédents, elle insiste sur le fait que tout ceci manque de préparation. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse se mettre dans la situation où, oui, on comprend que le numérique, comme on comprend d'ailleurs relativement mieux ce que c'est que la biologie, par exemple. Il y a vraiment des cours organisés depuis longtemps au collège et au lycée en particulier autour de la biologie. C'est loin d'être le cas pour le numérique, et là on a un vrai manque. Le deuxième point sur lequel je pense que tu me donnes l'occasion d'insister, c'est la manipulation majeure qui a été faite par, en particulier, Apple et Google, sur l'ensemble de la population, qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit citoyenne. Et cette manipulation a été très bien faite, en particulier en insistant sur un vocabulaire du type centralisé, décentralisé. Et en fait, on arrive dans cette situation à complètement biaiser la façon dont on peut s'approprier ou pas une application dont le principe même, je dirais, est intéressant de façon à pouvoir casser les chaînes de contamination, mais dont par ailleurs on a aussi à réfléchir sur qui peut utiliser ce type de choses, quand est-ce qu'on va le déclencher et l'arrêter, comment est-ce qu'on peut responsabiliser sur une perte de liberté qui est significative, parce qu'on va empiéter sur la vie privée de nos citoyens, qu'on a la capacité éventuelle à comprendre
qui rencontre qui et à quel moment. Mais donc ça, c'est un vrai sujet. Je pense que l'application y répond bien. Par contre, l'appropriation qui a été faite de cette thématique-là par, en particulier, Apple et Google est assez remarquable parce que c'est maintenant eux qui bénéficient du fait qu'on puisse utiliser ce type de détection Bluetooth dans les applications du système d'exploitation. Donc je suis convaincu qu'une meilleure éducation, d'une part, une meilleure préparation à la réflexion éthique pour ce qui concerne les scientifiques, d'autre part, nous permettrait d'avancer significativement dans ce type de situation. Alors juste avant d'associer à la deuxième question, il n'y en aura pas trois, les autres participants à notre table ronde, hein. Je pense avant que Jean-Gabriel nous fasse son intervention qui, je suis sûr, va nous porter au cime. Mais je vais associer à la deuxième question justement par rapport à la question de l'enseignement. Peut-être que Hervé pourrait aussi réagir et par rapport à cette question, Pierre Benoît peut aussi nous donner des pistes, parce que tu dis que c'est un enjeu important. Comment effectivement envisager aujourd'hui la sensibilisation de la communauté scientifique à ces enjeux d'éthique, d'intégrité scientifique, dans un contexte qui a été quand même, non pas miné, mais en tous les cas qui a été un peu bouleversé par ce dont chacun a été le témoin ces derniers temps. Donc si tu avais des propositions à faire, quelles seraient-elles? Et je poserai la même question à nos autres intervenants. Alors, il y a un certain nombre de choses existantes, hein, typiquement des instituts comme INRIA qui forment l'ensemble de ces doctorants à l'éthique, l'intégrité et la déontologie. Et puis d'autre part, un certain nombre d'universités et d'écoles doctorales maintenant, donc théoriquement c'est quelque chose qui est obligatoire mais qui est développé de façon un petit peu différente suivant les universités et les disciplines. Mais on a quand même des apports tout à fait intéressants de formation justement à ce type de réflexion sur l'éthique. Alors, en général, typiquement, de l'éthique de la recherche, en général, quelle que soit la discipline, et ceci se développe de façon remarquable dans des universités comme Toulouse, comme Grenoble, et Châtelet, je pense que ça commence également, mais tu es encore mieux placé que moi pour ça. Je pensais que tu allais nous ouvrir sur d'autres pistes que celles qui sont un peu formelles. Alors, avant de donner la parole à Esma Emmer qui veut intervenir, est-ce que sur la question formation, sensibilisation, à la fois Pierre Benoît et Hervé ont quelque chose à apporter en complément de ce que nous a dit Claude? Moi, je vais dire très rapidement, redire déjà ce qu'a dit Claude très bien, c'est-à-dire l'anticipation. Ce n'est pas dans les situations de crise, quelle que soit la crise sanitaire qu'on affronte, on l'a déjà vu avec le VIH, on l'a déjà vu avec la vache folle ou les OGM, ce n'est pas dans les situations de crise médiatique ou de crise sanitaire qu'on peut prendre un certain nombre de décisions sereines. C'est sur le long terme, c'est dans une relation de pérennité et une relation de confiance qu'on peut arriver à organiser quelque chose. Et l'éducation, évidemment, la transmission d'un certain nombre de connaissances, la transmission d'un certain nombre de bases sur lesquelles on peut réfléchir, mais elle ne va pas sans l'écoute, et en particulier dans le domaine de l'éthique. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut multiplier les espaces de dialogue et les espaces qui soient ouverts avec des réunions régulières. C'est plus ou moins réussi. Claude a mentionné le moment réussi des états généraux de la bioéthique. Probablement qu'il faudrait que ce soit le point de départ pour une animation plus continue et plus pérenne, que les débats ne soient pas juste à l'occasion de la discussion de la loi, mais plus réguliers et sur des sujets qui soient effectivement l'ensemble des technologies émergentes. On a parlé là d'un virus, on a parlé du numérique, mais c'est vrai aussi pour les neurotechnologies, c'est vrai aussi pour l'édition du génome. Enfin, toutes ces technologies émergentes présentent en fait les mêmes questionnements. Merci
Pierre Benoît, sur ce point, oui, parce que je pense qu'il faut poursuivre les efforts, multiplier les initiatives. Il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce qui bloque. Pourquoi on remet toujours l'ouvrage sur le métier, et les idées qu'on est en train de discuter, en fait, elles ne sont pas nouvelles. Le fait qu'il faut que les chercheurs soient plus réflexifs, qu'il faut qu'il y ait une plus grande culture, que la pratique de l'argumentation éthique soit... Ma question, c'est pourquoi ça bloque. Et pourquoi ça bloque, en fait, je pense que là, il faut se dire, finalement, qu'est-ce qui, dans les valeurs et les normes des communautés scientifiques, qu'est-ce qui fait que ces choses-là sont quand même reléguées. En gros, vous voyez, on a une structure d'âge qui est assez typique par rapport à ces questions, et c'est assez marginal dans les laboratoires, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question dans les institutions, dans les communautés scientifiques, de donner plus, valoriser en fait ces dimensions-là. Donc c'est le valoriser dans les évaluations. C'est un peu la même chose que l'interdisciplinarité, hein. On est toujours dans des injonctions paradoxales. On dit oui, l'interdisciplinarité c'est excellent, c'est ce qu'il faut, etc. Et puis ensuite, on voit bien que c'est quelque chose qui est plutôt marginalisé en fait dans le fonctionnement des communautés scientifiques et des institutions. Je fais caricatural, mais donc le point important de mon point de vue, c'est de se dire, c'est vraiment de faire l'examen des phénomènes de verrouillage qui font qu'on a du mal à avancer sur ces questions. Un grand merci de la réponse. Ce n'est pas nous qui allons intervenir maintenant pour dire les propositions qu'on va faire, mais je pense qu'il faut de l'inventivité, et probablement que de la même manière on parle d'innovation en termes de sciences et d'innovation au quotidien, je pense qu'il faudra qu'on soit innovant en termes d'enseignement, et on a des idées, on a des pistes, mais peut-être que le contexte du Covid va renforcer, j'allais dire, la mise en œuvre de ces innovations éthiques, en tous les cas en termes de formation, et pas uniquement de formation, c'est vrai, de dialogue, de rencontre, enfin, je ne vais pas détailler, mais il y a pas mal de pistes à explorer. Alors, il y a Esma Emmer qui souhaitait prendre la parole, on vous écoute avec d'autant plus d'attention que vous êtes parmi les rares personnes qui intervenaient. Bonjour, un petit bonjour de Montréal. J'abonde dans le sens de Claude Kirchner, qui est un collègue aussi. En fait, quand on parle d'argumentation éthique, moi je pense qu'il faut vraiment enseigner ça dès le jeune âge. Il ne faut pas attendre que les gens deviennent déjà des chercheurs et tout ça. À mon avis, cette hygiène numérique, il faudrait l'enseigner vraiment dès le jeune âge. Parce que là, je regarde, ce matin, il y avait une vidéo virale sur WhatsApp qui disait, voilà, la courbe du Covid en Inde est en train de s'aplatir, regardez la vidéo. En fait, je pense que c'est un fake news, tout simplement, et un canular quasiment. Alors moi, je me dis que ce sont les jeunes qui consomment le plus d'applications, qui les propagent, qui les disséminent, et c'est eux qui manquent de culture éthique. Alors à mon avis, il faut commencer très très tôt et en parler peut-être au ministre de l'Éducation pour incorporer cet enseignement, peut-être pas au primaire, mais au moins au secondaire, ça c'est certain. C'est mon avis. Voilà, merci. Merci infiniment. Alors, il y a Jacqueline Fagard qui voulait intervenir à plusieurs reprises. Oui, je voulais prendre la parole tout à l'heure au moment où Emmanuel Hirsch avait regretté que l'éthique ne soit pas plus entendue pendant la crise du Covid. Et je voulais dire que, alors je préside la Fédération des comités d'éthique de la recherche de France. On a à peu près 15 comités d'éthique de la recherche et on a tous énormément travaillé beaucoup plus vite que d'habitude, non-stop, pendant le mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Nos réponses prenaient en moyenne à peu près une dizaine de jours, même pas pour donner l'autorisation, pour que les recherches soient faites sur toutes les fragilités qui avaient pu avoir lieu au niveau des gens qui sont d'un milieu socioculturel un peu difficile et qui sont dans des conditions de vie difficiles, ou bien alors des infirmières qui travaillent. Et alors j'ai réuni tout le travail qu'on a fait pendant ces mois-là, et j'ai envoyé tous les mois à nos autorités de tutelle, au ministère de la Recherche, mais aussi au CNRS,
le résultat de ce qu'on avait fait. Et je n'ai jamais eu de réponse, je dois dire. Et la deuxième, donc on a quand même été très présents. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a tout à fait la conscience que l'éthique est un peu le parent pauvre de toutes les universités. C'est un petit peu pour ça qu'on a fait la Fédération des serres de France, parce que ça nous permet d'avoir un petit peu plus de force et de dire, mais les universités doivent prendre les moyens que les chercheurs fassent une recherche de qualité d'un point de vue éthique en particulier. Et donc, effectivement, on a fait on est en train de faire un site web sur lequel il y aura une partie formation, probablement formation à l'éthique pour les chercheurs, et on intervient énormément et de plus en plus dans toutes les écoles doctorales. Donc, on fait du travail, il y en a sûrement plus à faire, mais tout ça, ça prend du temps, et tous les conseils qu'on peut nous donner de ce qu'on devrait faire sont les bienvenus. Je voulais vous remercier, Jacqueline, d'autant plus qu'on devait organiser, rappelez-vous, le 3 avril avec vous, hein, Oui. votre grande réunion nationale, on y était associés, et on attendait avec beaucoup d'impatience qu'on a à Saclay un CER qui est aussi extrêmement dynamique. Donc on attend avec beaucoup d'impatience le fait de pouvoir réorganiser avec vous cette rencontre, puisque pour nous, et je termine pour rendre vraiment hommage, le CER est l'interface entre les chercheurs et l'éthique, puisque souvent des chercheurs voient qu'il faut absolument remplir la case éthique et donc vont vers le CER pour avoir des informations, et c'est la porte d'entrée à des réflexions éthiques. Donc merci de ce que vous faites d'important. Et de la même manière, on avait observé les CER, les CPP, toutes les instances en quelque sorte d'éthique ont énormément travaillé dans un contexte effectivement aussi difficile. Donc c'est un hommage qu'on peut vraiment vous rendre. Merci mille fois. Je redonne la parole à notre animatrice présidente Frédéric pour la suite, parce qu'on a encore une très belle intervention à entendre, et je sais avec quelle passion nous allons avoir cette intervention de Jean-Gabriel. Alors, je n'arrive pas à activer la vidéo, donc vous m'entendrez seulement. Oui, alors je ne vais pas être très longue parce que il faut maintenant laisser le temps à Jean-Gabriel Ganassia d'intervenir, et il aura des choses extrêmement intéressantes à évoquer sur les rapports entre l'expertise et le politique. Je voudrais simplement, pour faire la transition, insérer une remarque par rapport à un aspect de l'intervention de Claude Kirchner qui fait le lien justement avec celle de Jean-Gabriel. Il a été fait allusion tout à l'heure à l'indépendance que l'expert doit nécessairement avoir à l'égard du pouvoir et à l'égard du politique. L'objectif de l'expertise étant d'éclairer tandis que le politique décide. Moi, il me semble quand même que globalement, l'expertise scientifique n'a pas été prise en défaut sur ce terrain-là, si on met de côté un ou deux cas de personnages un peu folkloriques. Mais en revanche, il me semble qu'il y a une vraie question qu'on n'a pas du tout abordée du point de vue de la responsabilisation des acteurs, qui est que nous avons eu au moins un cas où le décideur politique a été amené à se prévaloir d'une information scientifique au mieux approximative, au pire fausse, ce qui soulève également des questions qui sont complexes. Hein. Alors je ne veux pas développer à ce stade, mais je pose malgré tout la question avant que Jean-Gabriel Ganassia n'intervienne, et s'il pouvait intégrer quelques éléments de réponse, j'en serais heureuse.